Un tout grand merci pour cette opportunité de me présenter, d'envoyer mon message. Donc, je vais commencer par me présenter qui suis-je. Euh, je suis un officier de carrière de la force aérienne belge. Ça fait déjà longtemps que j'ai été formé comme ingénieur télécommunication et j'ai d'abord travaillé dans la IT et l'outsourcing. Et j'ai aussi été directeur de IT, de ICT. Mais en 2007, je me suis focalisé sur les achats et je suis devenu indépendant aux achats. Et là, j'ai pu travailler avec EDF Luminus, avec ING, une banque. Et maintenant, depuis quelques années, je travaille au sein de Ahold Delhaize, qui est une chaîne de supermarchés, où je suis notamment impliqué dans les achats logistiques et supply chain. Parce qu'un supermarché, ça peut être quand même assez compliqué au niveau supply chain. Et là, je m'amuse à gérer les contrats et à sélectionner les bons partenaires pour le business de Delhaize et Ahold Delhaize. Oui. Juste une précision, Stéphane, tu es dans les achats et tu achètes en fait de la supply chain. C'est ça que je comprends, juste pour être Oui. plus. Donc, Ah, c'est ça? tous les achats externes qui sont logistiques ou supply chain, par exemple des 3PL pour la logistique ou le transport ou des systèmes d'automatisation. Donc ça, c'est en fait mon job à l'heure actuelle chez Delhaize en Belgique. Parfait, très bien. Oui, et je me présente aussi comme je suis un flamand, donc désolé pour toutes les erreurs que je vais faire en français. Je vous paye un café par faute que je fais, donc mais priez de ne pas de garder les erreurs. Ok, donc je suis un acheteur et je trouve qu'on a un job fabuleux. J'aime bien le job et ainsi de suite. Et j'ai remarqué quelques trucs concernant les achats ou les acheteurs. Et pour ça, j'ai créé une méthode. J'ai une fois réfléchi là-dessus et j'ai constaté des trucs. Et donc, je suis commencé à réfléchir, mais c'est quoi fondamentalement les achats, hein? Et là, j'ai identifié 7 principes de base ou 7 lois fondamentaux naturelles des achats qui sont en fait représentés sur ce slide-là. Et je pense que vous les connaissez tous, hein. Il y a 3 grands principes de base. C'est notamment le matrice de Kraljic ou le positionnement du fournisseur dans votre quadrant est hyper important pour le comportement qu'on doit montrer vers le fournisseur. Il y a notamment le principe de total cost of ownership, hein, parce que vis-à-vis d'un acheteur, on regarde pas seulement le coût d'achat, le coût d'achat, mais aussi le coût en total, le TCO. Et je pense que négocier par les principes, hein, le principe de Harvard, ça fait du bien et ça donne les meilleurs résultats. Ça sont les 3 fondements, mais j'ai aussi ajouté 4 autres éléments qui sont pour moi aussi fondamentaux pour les achats. Et un premier élément, c'est le P fois Q. Les acheteurs ont tendance, ou les départements achats ont tendance à se focaliser seulement sur le P, sur le prix, et de dire que le Q, ça c'est tout à fait la responsabilité du client interne ou de business. Je pense que c'est pas une bonne idée parce que il faut toujours regarder les deux, hein, et ça ne sert à rien de négocier un deal pour 1 million de pièces si le business ne veut plus utiliser ces pièces-là. Donc, hein, mais souvent les acheteurs se limitent au P, mais je pense que le P fois Q, c'est hyper important pour aussi l'acheteur s'identifier avec. Un deuxième principe qui est hyper important, c'est que un acheteur, pour moi, il doit rechercher un win-win-win. Ça veut dire qu'il doit identifier un win pour son client interne, qu'il doit aussi identifier un win pour l'organisation qu'il représente, mais ce principe est aussi d'application pour le fournisseur. Le fournisseur doit aussi gagner quelque chose dans un deal. Et ça, c'est aussi un principe qui est souvent oublié. Souvent, j'ai entendu des acheteurs dire que un fournisseur perd d'argent ou qu'ils ont donné trop de discount sur un deal et qu'il perd d'argent. Mais pour moi, ça, c'est pas un bon deal
parce que en long terme, c'est pas bien pour le fournisseur, c'est pas bien pour le client interne non plus. Alors Stéphane, j'ai déjà une petite question, Oui, voilà, allez-y. concernant effectivement le P fois Q, juste que tu expliques, je suppose que c'est le prix par la quantité, c'est Oui, ça, voilà. oui, Ok, d'accord. oui. Merci. Donc voilà, ça répond à la question de Mathieu. Et moi, j'ai une question à titre personnel là, parce que le win-win, on entend souvent acheteur-fournisseur. Donc toi, tu rajoutes une dimension en fait pour effectivement éclairer ça et rajouter la dimension organisationnelle où effectivement il y a voilà une espèce Oui, de continuité et le fait que l'acheteur soit en fait un chef de projet au fond. Hein, voilà. oui, tout à Tout le monde fait, va tout être à fait. gagnant. D'accord. Oui. Voilà. Je te laisse poursuivre, pardon. Voilà, merci. Et là, vous voyez aussi un étiquette de prix. Hein, et je pense que dans notre monde occidental, on est un peu déformé. On pense que les prix sont fixes. Hein, d'un côté et d'autre côté, j'entends plein d'acheteurs qui disent qu'ils ont obtenu le meilleur prix, qu'il n'y a personne qui a un prix pareil et ainsi de suite. Et je pense que ce comportement-là est un comportement ou un comportement assez dangereux parce qu'un prix, c'est toujours une pièce unique, disons, hein, parce que c'est le résultat de plein de conditions, de plein de paramètres qui ont amené vers un prix spécifique. Hein. Et donc, je pense que c'est toujours urgent, dangereux pour dire comme acheteur, ah, j'ai obtenu le meilleur prix, mais ça peut bien être le cas quand dans un mois, un compétiteur peut avoir aussi des meilleurs prix. Donc, il faut pas trop s'identifier avec le prix. Et la dernière picture qui est là, c'est Tina Turner. Et Alors là, je suis très intrigué par Tina Turner. Que vient-elle faire là? J'aime bien la musique d'elle, mais Tina, Hein? c'est plutôt un acronyme. Tina, there Ah, is no alternative. Et je pense que vous savez tous s'il n'y a pas d'alternative, mais ça définit directement le nombre de leviers ou la force de levier que vous avez vis-à-vis d'un fournisseur. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que les clients internes ou l'acheteur n'est pas toujours conscient que Tina est assis à la table ou pas. Et donc, c'est pour ça que c'est un élément hyper important et il faut avoir de réalisme là-dessus. Des clients internes ont tendance à dire, oh, on a plein de fournisseurs qui peuvent fournir un service ou un produit, mais ce n'est pas souvent le cas. Et donc, comme acheteur, il faut bien veiller que, est-ce que Tina se met aux tables ou est-ce qu'elle n'est pas aux tables? Est-ce qu'on a effectivement plein d'alternatives pour un service ou pour un produit? OK? ok, c'est clair. Oui. Et comme je disais pendant mon introduction, moi, je suis persuadé et je suis convaincu que les acheteurs occupent une position unique et privilégiée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Mais parce que dans les deux côtés, vis-à-vis de notre propre dans l'organisation interne, on n'est pas dans l'opérationnel. Hein, des acheteurs, ils sont importants, mais ils sont souvent au-dessus de l'opérationnel. Ça veut dire que les acheteurs, ils ont l'opportunité de regarder un peu plus loin, de prendre le temps d'étudier des alternatives et ainsi de suite. Le client interne n'a pas toujours ce luxe. Hein, il doit faire en sorte que son business tourne, que tout tourne continuellement. Et donc, l'acheteur, là, il peut prendre le temps de réfléchir, d'une fois regarder plus loin ou de prendre une helicopter view. Et c'est une position privilégiée que le client interne n'a pas. On a aussi une position privilégiée vis-à-vis les fournisseurs. Ça me frappe toujours quand je contacte comme acheteur, quand je contacte un fournisseur, toujours on est bien accueilli. On peut poser plein de questions. Si on montre son intérêt dans un fournisseur, on est toujours accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. On peut poser toutes les questions, on sait ce qui leur occupe, quels sont leurs plans. Donc, si on parle vraiment et si on montre l'intérêt dans un fournisseur, mais on est toujours bien accueilli. Et ça, je trouve aussi vraiment un privilège. D'accord, Stéphane. Vous Dis-moi, m'entendez? oui, oui, tout à fait. J'ai une question sur le symbolisme effectivement du pont.
Tu m'entends? Oui, Voilà, parce que oui, bon, voilà. j'imagine bien que quelque part, d'un point de vue de la métaphore, ça veut dire que tu fais le lien. Voilà, tu établis justement tu évites les frontières et tu les casses. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu veux dire autre chose? Plus Oui, certainement. Voilà. oui. Non, je veux dire que, allez, que le fournisseur, il sait bien que l'acheteur joue un rôle important en créant un lien avec le client interne, l'autre organisation. Et donc, là, ils ont tout intérêt à bien accueillir un acheteur, à montrer ce qu'ils peuvent faire, leur force vis-à-vis d'un acheteur. Et ça, c'est vraiment une position privilégiée. D'accord, merci. OK, de rien. Mais je pense qu'il y a aussi un problème avec les acheteurs parce que je considère mon job comme un privilège, mais ça me frappe toujours si je dis à quelqu'un lors d'une réception ou d'une fête que je suis acheteur, je vois toujours reculer les gens. Ils disent ah vous êtes acheteur, hein, et ils montrent toujours que ben, un acheteur il n'est pas bien apprécié par tout le monde, hein. Il y a toujours une impression assez bizarre d'un acheteur, hein. On est aperçu d'une certaine manière. Et je pense qu'il y a bien une raison pourquoi les acheteurs ne sont pas bien appréciés par tout le monde, c'est que plein de gens pensent qu'un acheteur, c'est un chasseur de saving, hein. Donc, il y a des départements achats qui définissent des targets de savings que chaque acheteur doit rechercher, hein. Et donc, vis-à-vis des fournisseurs, on sait bien que cet acheteur, il vient chercher des discounts, et vis-à-vis le client interne, mais il a peur qu'il va perdre un peu de contrôle sur son business. Et deux, il a aussi peur que l'acheteur, il veut seulement sélectionner la solution qui est la meilleure marché. Donc, ça, c'est une perception que les acheteurs ont contre nous, hein, et les acheteurs ne sont pas toujours bien aperçus. Et ça a été le point de départ pour mon méthode Purchasing Pro ou pour mon livre, pour un peu investiguer, tiens, comment ça se passe que les acheteurs sont considérés comme ça. Et voilà. là, Alors, qu'est-ce que tu nous proposes alors du coup? oui, Voilà. voilà. Je pense que j'ai identifié 9 comportements d'un acheteur où l'acheteur a oublié en fait qu'il casse la valeur ajoutée. Donc, ce sont des comportements qui sont hyper typiques pour un acheteur, mais ça n'aide pas à créer un partnership avec le fournisseur. C'est juste l'inverse. Ça casse en fait la valeur ajoutée. Là, vous voyez les 9 éléments que j'ai pu identifier. Ça me prendrait trop longtemps pour passer ces 9 éléments en revue. C'est pour ça que j'ai sélectionné 2 éléments. Un premier élément, ce sont les conditions hostiles. Ce qui me frappe toujours, c'est que d'un côté, les départements achats, ils veulent qu'un grand nombre de fournisseurs participent à un marché, hein, et notamment avec les enchères électroniques, hein, on veut que plein de fournisseurs participent. Mais la première chose qu'un fournisseur doit faire s'il veut participer à une enchère, c'est d'accepter toutes les conditions générales ou les conditions d'achat de ce client, hein. C'est un élément ou c'est un symptôme où on veut avoir toute l'information, mais c'est l'organisation qui achète, qui veut maintenir le contrôle, qui veut démontrer que on est dominant et que c'est le client qui va tout décider. Et le fournisseur, il doit être soumis, hein, il doit être sage, il doit suivre les instructions. Et ça n'aide pas à motiver les fournisseurs à partager leurs infos, hein, parce que on crée déjà une atmosphère qui n'aide pas qui est un peu qui donne une mauvaise impression, quoi. Donc, il y a plein de conditions hostiles qui sont utilisées dans le contrat, hein. Par exemple, aussi le fait qu'un client ne prend aucun engagement sur le volume,
Hein? Donc, ça sont toutes des conditions hostiles et c'est ensuite au fournisseur de se déborder. Hein? C'est son problème, c'est pas notre problème. Et donc, ça, c'est un premier comportement qui n'aide pas à obtenir le meilleur deal. Et là, effectivement, on n'est pas du tout dans le win-win-win, hein, dans les conditions hostiles, parce qu'effectivement, on fait mourir, on tue dans l'œuf plutôt, effectivement, cette capacité à être dans le 3 fois gagnant, en fait. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et un deuxième élément que j'ai aperçu, c'est sign and forget, dont la force aérienne, et souvent on dit la farce aérienne belge, mais ok, je vais pas dire ça. Hein, si un F-16 tire un missile, hein, il va se focaliser sur un cible, et à un moment que ce missile est focalisé sur le cible, ben le missile, il part toujours l'avion et le pilote peut s'envoler. Hein, donc ça c'est fire and forget. Et je vois que dans beaucoup de départements d'achat, c'est plutôt le principe sign and forget. Si on regarde toute l'énergie qui est dépensée ou qu'on mis pour créer un contrat, pour créer un RFP, pour évaluer toutes les offres, pour négocier toutes les offres, pour les comparer et ainsi de suite, il y a un travail énorme qui est mis dans cette phase, dans la phase pré-contractuelle et signer le contrat. Hein? Mais à un moment que le contrat soit signé, alors il y a l'acheteur qui part, il va faire le prochain projet, et là on abandonne un peu le fournisseur et on abandonne le client interne. Et le client interne se trouve là-bas et maintenant il doit se débrouiller pour faire démarrer un contrat. L'expérience montre que ça ne marche pas comme ça. Créer un compte ou exécuter un contrat, ça aussi a besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'attention. Et là, les acheteurs ont tendance à dire c'est pour le client interne. C'est son popote et il doit se débrouiller. Et je pense que ça c'est une erreur magistrale des acheteurs. Ils doivent aussi s'impliquer dans l'opérationnalisation du contrat. Autrement, il y a plein de valeurs ajoutées qui est directement oubliée au moment qu'on signe le contrat. Donc, ça veut dire, Stéphane, ça veut dire que l'acheteur, effectivement, qui signe le contrat doit effectivement poursuivre dans l'exécution du contrat d'une manière ou d'une autre pour être sûr, effectivement, que tout ça se passe bien et qu'il soit, en fait, d'une manière ou d'une autre responsabilisé. Hein. Voilà. Oui, c'est une responsabilité commune. Et donc, ils sont assez responsables pour sélectionner le bon fournisseur tant qu'ils sont responsables pour opérationnaliser le contrat. Point. Hein, mais il y a plein de départements d'achat qui disent « Oh non, ça c'est seulement pour le client interne à faire ». Et ça, je pense que c'est une erreur. On salue Raphaël qui nous a rejoint. Bonsoir Raphaël, merci de nous rejoindre. On a eu peur de ne pas te voir ce soir. J'ai eu peur aussi, mais voilà, j'ai réussi à arriver en temps. Voilà. Mais je vois que vous êtes bien éballé et je vois que l'activité chat, il est extrêmement active là. Je vois pas mal d'interventions et de questions. Et voilà, bravo l'équipe. Bravo l'équipe. D'excellentes interventions, effectivement. Je veux pas seulement critiquer les acheteurs. Je pense que j'ai pu constater que les clients internes, eux aussi, ils ont souvent un certain comportement qui n'aide pas à créer de valeur ajoutée ou qui détruisent en fait de valeur ajoutée. Oui. Et là aussi, j'ai recherché quelques exemples, quelques comportements typiques. J'en ai trouvé 7. Mais en suivant le même principe, je vais vous parler de 2 principes ou de 2 comportements qui sont typiques pour un client interne. Un premier. Tu m'intrigues avec Ibris et la licorne. Là, je t'écoute avec attention. Ah oui, ok, merci. Oui. Donc, un premier comportement qu'on voit souvent avec un client interne, c'est que c'est leur faute. Et si on dit leur faute, mais c'est la faute du fournisseur. Et on voit souvent que si on parle avec un client interne, ils sont assez binaires dans l'évaluation de leur relation au fournisseur. Ou bien le fournisseur, c'est le meilleur, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune faute, donc c'est tout à fait parfait. Ou bien le fournisseur, d'un moment ou d'un autre,
c'est le pire fournisseur qu'on peut imaginer. Ils font plus rien. Et donc, le client interne donne l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Et là, il y a deux choses qui me frappent toujours. Un, c'est le fait que si on demande au client interne, est-ce que vous avez déjà communiqué de ça avec le fournisseur, que beaucoup de fois, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été communiqué vers le fournisseur. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que si on a une conversation là-dessus, mais que c'est pas toujours la faute du fournisseur. Hein? La faute est plein de fois au milieu entre le client interne et le fournisseur. Mais je pense que ce comportement-là, c'est une opportunité magique pour l'acheteur pour agir comme un médiateur, hein, entre le client interne et le fournisseur. Et là, il peut en fait faire communiquer les deux parties sur ce sujet et pour voir, tiens, comment est-ce qu'on sait remédier cette situation, hein? Donc, mais les clients internes, ils ont tendance à avoir un comportement assez binaire. Et là, l'acheteur, il peut avoir vraiment une valeur ajoutée. Et Stéphane, c'est probablement il y a quelqu'un avec un micro ouvert, mais je te pose la question ouvertement, est-ce que la résolution, ou comment on peut réduire ces biais des clients internes qui sont avec un biais extrêmement fort, comme tu viens de le décrire là, quelles sont tes préconisations? Comment on peut effectivement faire en face à cette type de dilemme qui est très, très réel et qu'est-ce que l'acheteur il peut faire, voilà. Oui, mais en fait, c'est assez simple. Dans un premier temps, il faut que comment est-ce qu'on dit ça? Donc, le client interne, il doit d'abord dire aux acheteurs quelles sont les remarques, quels sont les défauts qu'ils accusent ou qu'ils mettent chez le fournisseur. Donc, il y a une conversation à avoir entre l'acheteur et le client interne. Et ensuite, ce que l'acheteur peut faire, c'est d'organiser une réunion ou des conversations entre le client interne et le fournisseur. Et là, de jouer un rôle assez objectif, d'être entre les deux. Hein? Donc, médiateur, voilà. Exactement. Il est bien, il se préoccupe des intérêts de son organisation, mais je pense que là, il sait un peu agir comme arbitre, comme médiateur entre les deux parties. Et dans mon expérience, c'est une attitude qui peut résoudre plein de problèmes ou qui peut un peu focaliser sur le sujet qui est en dessous du problème, qui est en dessous de la frustration, quoi. Et on parle des clients internes, mais André, il nous pose une belle question. Voilà, qui peut être qualifié comme client interne, à ton avis? Ça peut être ça aussi, un bel dilemme. D'abord, là, je regarde vers celui qui a le budget, qui paye les factures, hein, ou celui qui utilise le service ou le produit qui est acheté. Hein. Donc ça, je considère comme le client interne. Très bien, très bien. J'espère, André, qu'on t'a répondu à ta question. Voilà. Oui. OK. Un deuxième point que je vois comme comportement spécifique chez un client interne, c'est le hybris. Donc, c'est de nouveau, on veut entendre un maximum de parties de fournisseurs, on veut savoir quelles sont leurs solutions innovatives, comment eux, ils aperçoivent le marché ou l'évolution technique et ainsi de suite. Mais aussi, dans plein de cas, le client interne, il ne veut pas vraiment écouter ce que disent les fournisseurs. Hein? Et notamment, si un fournisseur présente une autre idée que la première idée qu'un client interne a, là, ça devient difficile pour accepter que peut-être il avait envisagé une solution A, mais que la solution B ou C peut aussi amener au même objectif ou qui peut être même mieux que la première idée. Et là, je vois que beaucoup de clients internes ont mal à un peu abandonner leurs idées initiales. Et là, un acheteur peut jouer le rôle pour bien motiver le client interne pour vraiment écouter, pour donner le temps au fournisseur d'expliquer ses idées et d'avoir là la conversation entre le client interne et le fournisseur. Et là, on peut voir
beaucoup de valeur ajoutée qui peut être trouvée, identifiée et exploitée. Donc, en d'autres termes, il faut que l'acheteur se dise la force est en moi, quoi, un petit peu d'une manière humoristique. Oui. Mais voilà, là, le acheteur, il peut aussi se comporter comme une personne neutre qui veut écouter toutes les opinions. Et normalement, un client interne, il va déjà dans une certaine direction. Et je pense que l'acheteur, il peut avoir l'esprit un peu plus ouvert. Par exemple, comme acheteur, je pose toujours la question au fournisseur, tiens, monsieur le fournisseur, vous avez lu notre RFP ou notre RFI, qu'est-ce que vous feriez autrement? Qu'est-ce que vous feriez différemment vis-à-vis ce que nous, on a demandé? Et ça sont toujours des discussions assez intéressantes. Alors, et Stéphane, ouais, exactement. Vas-y, Jeanne, parce que voilà, c'est une belle question de Bernard. Voilà, une belle question de Bernard. Effectivement, Bernard pose la question, mais comment faire adhérer les internes, donc les clients internes, en tout cas les collaborateurs internes plutôt, à écouter le fournisseur? Voilà, comment on peut faire ça? C'est certainement ça ne se fait pas lors de la réunion même. Pour ça, il faut s'intéresser au business du client interne. Il faut chercher une relation avec le client interne. Et là, il y a une espèce de confiance qui doit se construire et ils doivent voir que, tiens, l'acheteur, il ne cherche pas seulement des savings, non, il m'aide à développer la meilleure solution, il m'aide à identifier le fournisseur qui peut mieux servir à nos besoins. Donc, ça ne se construit pas lors de cette réunion. Non, un acheteur doit préparer ça pendant des contacts préalables avec le client interne et les dossiers qui sont avant ça. C'est vrai que Stéphane, il était une époque, voilà, on a changé le titre plusieurs fois, non? On appelait stakeholder mapping, stakeholder management, mais après on est venu avec business partner. Alors ce que tu es en train de nous dire, c'est que effectivement un acheteur c'est un lien extrêmement fort avec son client interne et c'est plutôt un business partner. Voilà, ce que tu es en train de décrire, c'est un business partner. Il pourrait être un business partner, mais alors il faut que la direction d'achat donne aussi l'opportunité à l'acheteur de se positionner différemment. Si le CFO dit que les achats, ça égale les gens qui recherchent un maximum de savings, alors ça devient difficile de devenir un business partner. Hein? Tout à fait. Voilà, il faut être très astucieux, entre guillemets. Voilà. Oui. Mais tiens, j'en profite parce que, je ne sais pas, Jean, si tu te rappelles, mais dans les années 80, probablement fin 70, pour ne pas le citer parce que je n'étais pas là non plus, on n'était pas aussi jeunes, mais on parlait des category teams, cross-functional teams. Et là, tu nous rappelles un petit peu, je dirais, ces fondamentaux, non? Parce que Bernard, encore, il nous pose une belle question. Encore, il nous dit l'acheteur doit arriver à comprendre les besoins des clients internes, question mark. Oui. Et oui, la réponse, je l'anticipe tout de suite, hein, mais c'est un must, c'est un devoir de l'acheteur quand même, non, oui. Stéphane? Donc, je suis d'avis qu'un acheteur peut être domaine, mais moi je suis un bel exemple. Je viens de l'IT, hein, donc mais maintenant je suis dans le supply chain. Mais ça prend du temps afin d'apprendre à connaître le business, afin de connaître leurs défis, ce qu'il manque. Et donc, il faut créer une relation et il faut créer un binôme avec le client interne. Il doit y avoir un lien de confiance et ils doivent voir, tiens, un acheteur, il peut avoir une valeur ajoutée. Hein, donc, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, Stéphane et Jeanne, nous que nous avions un petit peu traité les achats directs et indirects. C'est vrai que pour les indirects, il y a un binôme. Effectivement, il y a deux parties prenantes, hein, c'est le donneur d'ordre, après l'acheteur. Dans les achats directs, voilà, les équipes sont un petit peu plus larges quand même. Hein. On a l'ingénierie, on a probablement le précepteur, qui c'est probablement le patron de la production. Après, voilà, on a la qualité, voilà, on a une équipe un petit peu plus étoffée. C'est ça, oui. C'est ça aussi une solution, probablement, Stéphane, voilà, des équipes multifonctionnelles, les fameuses équipes multifonctionnelles, voilà. Oui, mais même les équipes multifonctionnelles, on doit les mener vers, dans un certain esprit. Et j'y reviens dans quelques minutes, hein, mais allez, tout le monde doit savoir que
c'est pas au détriment du fournisseur que le client interne va gagner. Non, c'est en collaborant, en identifiant une solution qui vaut mieux, qui est la meilleure pour tous, qu'on va créer une valeur ajoutée. Alors, ça répond à la question, en fait, que vient de poser Julien, là. Julien. C'est aussi une excellente question qui dit, faut-il demander aux fournisseurs d'être force de proposition et de proposer des alternatives? Donc, oui. En fait, on passe du binôme au trinôme et en fait, le cercle vertueux, oui. C'est lorsqu'on est à trois, là, effectivement, prescripteur, acheteur et fournisseur, effectivement. Je considère que c'est un droit fondamental d'un acheteur de demander des alternatives à un fournisseur. Il faut jamais avoir peur de demander des alternatives. Si un client interne est défensif à ce niveau, ça donne aussi beaucoup d'informations. Parce que pourquoi est-ce qu'il est si défensif faire ça? Donc, je pense que là, l'acheteur, il a un certain degré de liberté vis-à-vis des alternatives. Okay. Donc, mon message est en fait le suivant, c'est que les acheteurs ont tendance à se focaliser sur les aspects techniques de leur job. Comment est-ce qu'il faut exactement calculer le TCO, de quelle manière est-ce qu'il faut rassembler toutes les propositions des fournisseurs et ainsi de suite. Mais je pense qu'on a un peu perdu de vue le fait que il y a aussi une tâche importante. Comment on fait les choses, comment on aborde les initiatives. Et ça, c'est un peu mon message que on a ce qu'on fait, mais on a aussi comment on le fait. Et là, j'aimerais vous proposer mon modèle. Et je pense que beaucoup de gens de vous, parce que vous êtes la plupart français, je pense, vont reconnaître le viaduc de Millau. C'est mon pont favori, ou mon viaduc favori. Et je donne l'idée en fait que acheter, que c'est de construire des ponts. Et il faut construire des ponts qui sont en fait basés, parce que je sais que le viaduc de Millau a 7 piliers, mais je pense qu'il y a 2 piliers fondamentaux dans la construction des ponts entre un fournisseur et un client interne. Et ces 2 piliers fondamentaux, ce sont ceux que vous voyez là-bas. Un premier, c'est la confiance. Je dis toujours aux mes clients internes qu'on doit jamais conclure un contrat avec un fournisseur dans lequel on n'a pas de confiance. Ça ne sert à rien. Si on n'a pas de confiance l'un vers l'autre, il faut pas conclure un contrat, même si c'est le meilleur contrat possible. Donc, la confiance, c'est vraiment le pilier de base pour créer un partnership qui est assez fort entre les deux. Et un deuxième élément, et ça, là, je reviens un peu au win-win-win, c'est un devoir. C'est vraiment aussi inclus dans la tâche de l'acheteur de garantir une valeur ajoutée aussi bien pour l'organisation qu'il représente que pour son fournisseur. Par exemple, moi, je travaille dans le transport aussi. Il y a en 2022, avec les initiatives de M. Poutine, on a vu tous les problèmes avec les prix de diesel et ainsi de suite. Mais là, on perdait nos transporteurs. Alors, c'est une responsabilité de l'acheteur de faire en sorte que les fournisseurs ne vont pas faillite. Point. Donc, il faut vraiment, c'est un devoir, de l'acheteur de faire en sorte que le fournisseur, il peut gagner assez d'argent sur un contrat. Autrement, on n'a pas un bon contrat. Point à la ligne. Oui. Il y a une question d'Ahmed. Je ne sais pas si Jean, tu m'aides à la lire, mais voilà, quelle stratégie pour une entreprise qui gère ses achats par service et qui n'a pas des services achats? J'imagine, Ahmed, que tu penses à une petite PME ou un OTI, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, c'est la taille de l'entreprise. Parce que c'est effectivement, Stéphane, le concept que nous sommes en train de partager ce soir avec l'audience, c'est un concept extrêmement développé quand même. C'est un petit peu je dirais, un regard sur une organisation achat qui a un certain niveau de maturité
que les équipes sont étoffées, voilà, qu'il y a suffisamment de structures organisationnelles, procédurales, etc., et outillées, par exemple. Est-ce que ça, je ne sais pas si Ahmed ou probablement Jean, si tu m'aides à interpréter la question d'Ahmed, mais j'imagine que c'est la taille aussi, non? Oui, c'est la taille, mais c'est aussi en fait l'organisation achat. À titre personnel, dans une grande entreprise, j'ai vécu effectivement ce que décrit Ahmed, où effectivement par le business line, il y avait des services achats ou des départements achats qui étaient strictement indépendants les uns par rapport aux autres. D'accord. Et donc c'est ce que suggère aussi Ahmed dans sa question. Il me dit qu'il n'a pas de service achat. Donc effectivement la question, voilà, voilà Stéphane, c'est pour toi la question. Quelle stratégie pour l'entreprise comme ça? Oui, mais en fait, s'il n'y a pas de service achat, un service achat remplit différentes fonctions. Mais dans un PME où il n'y a pas de service achat à part, je pense que la réponse est en fait maintenant sur le slide, sur la presse. Donc, il faut, le PME même doit agir sur quelques axes et les deux premiers piliers à faire avec un fournisseur, mais ça doit être basé aussi sur la confiance et sur la valeur ajoutée pour le client, entre le client et le fournisseur. Donc, on n'a pas besoin d'un département achat afin de garantir ça. Et ça veut dire que si un propriétaire d'un PME ne ressent pas ou ne se sent pas bien avec un fournisseur, alors il ne faut pas continuer avec ce fournisseur. Donc, le sentiment, la confiance doit y être. Donc, on n'a pas besoin d'un acheteur pour bien respecter ces deux principes-là. Ok, très bien. Ok, oui. Donc, si on a ces deux piliers, on peut tout faire, mais il y a encore trois éléments qu'on peut ajouter afin de construire vraiment le viaduc de Millau. Et je pense que vous savez tous, vous êtes français, donc vous savez tous, le viaduc de Millau, la structure supérieure a été construite sur le rive gauche et le rive droite, et ensuite on a poussé les deux superstructures vers le milieu du viaduc. Et je veux utiliser aussi ce modèle pour les contrats. On sait ajouter trois éléments dans chaque contrat qui peuvent générer énormément de valeur ajoutée. Un premier élément, c'est un governance model. Qu'est-ce que je veux dire avec un governance model? C'est qu'on réfléchisse bien de quelle façon on va communiquer l'un avec l'autre. Par exemple, je gère maintenant une 150 contrats, j'oublie mes transporteurs, mais on a 15 contrats où il y a des contacts journaliers, il y a des contacts, des réunions hebdomadaires, il y a des réunions mensuelles et il y a 2 top par an. Comme ça, on crée en fait une structure des réunions et des contacts où on sait discuter des sujets spécifiques, mais s'il y a des problèmes ou des escalations, que l'escalation part est déjà bien connu d'avance et que les problèmes savent être discutés à un bon niveau. Donc, un governance model, ça peut être assez simple, mais il faut réfléchir de quelle façon on va communiquer entre le fournisseur et le client interne. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ce qu'on manque souvent dans les contrats, c'est l'aspect du dynamisme. On considère plein de fois qu'un contrat statique, que ça ne va jamais changer. Et je pense que ça, c'est aussi une erreur. Chaque contrat qui est vivant doit changer. Il peut y avoir des changements au niveau de fournisseurs ou il peut aussi y avoir des nouveaux défis au niveau de clients internes. Et donc, chaque contrat doit comprendre des mécanismes pour changer le contrat. Et c'est quelque chose qui est souvent oublié. Et une troisième chose qu'on doit rechercher, qu'on doit créer, c'est avoir du goodwill, les deux vers les deux. Ça veut dire l'acheteur doit faire en sorte que vous êtes le client favori du fournisseur et le fournisseur doit ressentir qu'ils sont un fournisseur important pour le client. Si on a ces deux éléments-là et on a du goodwill, parce qu'on aura toujours besoin du goodwill à un certain moment, et si on a ça, mais on sait faire tout. On a vraiment créé un viaduc de Millau entre le client et le fournisseur.
Donc, ça sont les 3 éléments que je gère, que je traite aussi dans mon bouquin, que j'ai inclus dans mon méthodologie, qui servent en fait à faire des ponts, ou à construire des ponts hyper forts entre le client et le fournisseur. Oui. Stéphane, j'ai envie de te poser une question sur les skills. J'ai l'impression que tu nous dis qu'en fait les soft skills sont quasiment aussi importantes que les hard skills, c'est-à-dire qu'effectivement les compétences, je dirais classiques que l'on développe, et en particulier dans les écoles effectivement où on apprend le TCO, tout un tas de méthodes ou de processus achat effectivement sont importantes, mais il y a aussi en effet ce que tu décris, il y a quand même une part forte, pas de personnalité, mais de soft skills, de bon comportement, effectivement, vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des prescripteurs, et surtout dans la capacité à mettre une synergie dans tout ça. Est-ce que tu confirmes? Est-ce qu'effectivement c'est dans ce sens-là que tu veux nous expliquer quelque chose ou pas? Je sais pas. Oui, merci pour la question, Jean. Donc, oui, c'est vrai. Si on surpasse les hard skills et on regarde les soft skills, il y a certaines compétences qui sont nécessaires pour l'acheteur. Parce que devenir un constructeur de pont, c'est devenir un ambassadeur, en fait. Ça demande ou ça exige un autre comportement, d'autres compétences d'un acheteur. Et là, je veux en revenir, en fait. Donc, je vais attendre. Donc, il y a 5 compétences, je pense, qui sont importantes pour les bâtisseurs de ponts. Et les 5 compétences, je les ai énumérées là-bas. Donc, il faut toujours se rendre compte qu'on ne parle pas à un fournisseur. On parle entre des êtres humains. Et chaque être humain a sa motivation, a ses objectifs, a des problèmes ou des trucs qu'il veut faire. Et donc, il faut tenir compte de chaque personne. Et une deuxième chose qu'il faut faire, c'est de bien écouter. Écouter, c'est une compétence qui n'est pas facile, mais je pense que comme acheteur, il faut être un expert en être à l'écoute. Et je pense que trop souvent, les gens sont en train d'écouter pour répondre. Non, il faut écouter pour comprendre. Je pense qu'il y a une grande différence. Et un troisième élément qu'il faut avoir, c'est la transparence. La semaine passée, j'avais une discussion avec un acheteur et je lui disais, tiens, vous avez constaté qu'un fournisseur a sous-facturé 100 000 pièces. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le dites au fournisseur ou pas? Et là, j'étais un peu choqué. C'était une équipe de 15 acheteurs et je pense que 10 acheteurs disaient, non, je dis rien. Je dis rien, je ne le dis pas. Parce que c'est pas dans mon intérêt, parce que ça va coûter, mon organisation, ça va coûter plus. Et je pense pas que ça, c'est la bonne méthode. C'est vrai que c'est bien pour cette facture-là, mais à un moment donné, ça va ressurgir et qu'est-ce que le fournisseur va penser? Et peut-être le mois prochain, ça sera de l'autre côté. Et alors, vous voulez aussi que le fournisseur vous contacte et qu'il dise, on vous a surfacturé. Donc, mais la transparence, c'est quelque chose que les acheteurs ont peur. On ne sait pas dire ça, ainsi de suite. Et je pense que c'est hyper important d'être transparent. Si ça va bien ou si ça va mal. Oui. Et un avant-dernier moment, c'est le tabou. Donc, oui, il peut y avoir des tabous dans une organisation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de ces tabous avec le fournisseur. Il peut aussi être conscient que de l'autre côté, ce sont des tabous, mais on peut en parler ouvertement. Et un dernier principe, ce qui n'est pas facile non plus, c'est que l'acheteur doit faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Ce qui n'est pas toujours facile. Là, les acheteurs ont souvent tendance à cacher, à ne pas dire tout, à dire A et de faire B. Et ça, c'est pas bien pour la relation. Si vous voulez changer de fournisseur, alors vous le dites, point. Et les gars, on a un plan, on va changer de fournisseur. Et ça ne sert à rien de cacher ça. Parce que, alors, à un moment donné, le fournisseur va le découvrir. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Donc, ce que nous dit, en fait, c'est un code de bonne conduite, en fait, hein, quelque part. Hein, voilà, respect de l'autre. D'ailleurs, il y a une remarque de Julien qui dit il faut opposer la morale, donc le gain à long terme, effectivement, versus le gain immédiat, donc profiter, abuser d'une faille. Donc, effectivement, ça revient à ça. Tout à fait. Et ça peut être attractif de regarder le short term et le savings. Hein, si on est trop chasseur de savings, mais oui, peut-être que ça va m'aider, mon savings pour cette année-ci, mais il faut regarder le long term. Hein. Donc, Julien, vous avez tout à fait raison. Ça concerne bien ça. Oui. Et voilà, ça c'est un peu mon message que je voudrais donner. Et ce que j'ai aussi... donc, acheter, c'est un métier, c'est un art qui implique des relations humaines, mais ça rend aussi la vie passionnante. Et pour moi, c'est ça qui fait le job d'un acheteur si privilégié, et c'est une position que j'aime bien. Donc voilà, c'est un peu mon message. Ici, vous voyez tous mes détails personnels. J'ai publié un livre le mois passé. Maintenant, il est encore en néerlandais, mais plus tard, il sera publié en anglais. Et voilà, mon méthode, ça s'appelle Purchasing Pro, et c'est pour faire les achats de notre moyen, de beaucoup faire attention à leur how et pas seulement à leur what. Voilà, ça finit. Très bien. Ma présentation. Très bien, Stéphane, vraiment, avant qu'on finisse, parce qu'il nous reste quelques petites minutes. Et bon, d'abord, un grand merci à toi et Jeanne pour avoir effectivement porté un petit peu les colonnes de notre SCM Talk de ce soir. Par contre, il y a pas mal de questions, Stéphane. Je vais revenir parce qu'il y a une belle question. Je sais pas, on n'a pas traité. Et c'est vrai qu'on pourrait prendre l'excuse de parler de SRM dans le futur, mais il y avait une question avant qui parlait de la fréquence. Comment je décide la périodicité des réunions par les fournisseurs et quels critères en question mark. Oui. Alors voilà, je ne sais pas si tu peux probablement donner quelques billes. Voilà. Oui, je vais utiliser comme exemple le modèle qu'on applique avec nos transporteurs. Chez Deleuze, on a 120 transporteurs, 120. Hein, et ces transporteurs, ça varie entre un camion, un chauffeur, jusque 120 camions et 150 chauffeurs. Donc, le modèle qu'on applique avec les plus petits, on les voit une fois par an, on les rassemble et on communique notre stratégie et on donne à eux l'opportunité de dire ce qu'ils ont besoin ou qu'est-ce qu'ils trouvent et ainsi de suite. Et ça va jusque les grands où on a les réunions hebdomadaires pour définir la capacité et des réunions mensuelles pour discuter de leur performance et ainsi de suite. Donc, il faut commencer avec un certain modèle. Et ce qui est important, il faut pas penser qu'on doit directement avoir le meilleur modèle. Hein? Avec quelques transporteurs qui sont au milieu, on avait aussi au début des réunions mensuelles, mais on n'avait rien à dire. Le transporteur n'avait rien à dire et nous, on n'avait rien à dire. Et donc, pour ces transporteurs-là, on les voit quatre fois par an. Hein? Donc, il faut choisir un modèle. Et ce qui est important, c'est qu'il faut créer un modèle qui est multi-level. Donc, il y a les gens opérationnels qui se parlent, qui communiquent. Il y a les gestionnaires, les managers des gens opérationnels qui se parlent. Et aussi, pour les grands fournisseurs, il y a aussi le top management qui doivent se connaître, qui doivent se parler. Donc, le multi-level est hyper important pour les grands contrats afin, s'il y a un problème, qu'on sait le traiter d'un bon niveau. Donc, ça, c'est exactement. Et je pense. Donc, allez-y. Non, pardon, et je renforce un petit peu ce que tu viens de dire, mais on pourrait, avec l'aide de Jeanne, imaginons Jeanne, un webinaire sur le SRM quand même, hein, parce que là, on est effectivement en train de parler de comment structurer cette démarche, quel niveau, effectivement, comme tu viens de saisir là, Stéphane, est-ce que c'est Quarterly Business Review, Management Business Review, voilà, il y a tous les acronymes qu'on peut imaginer. Il y a effectivement une autre question, bon, plutôt une question dilemmatique, mais Mati a fait IT comme toi. Là, je pense que Mati, si j'ai bien compris, tu as fait, papa, tu viens de, alors je ne sais pas, c'est dans notre école, le MBA Supply Chain que je dirige, ou tu viens de Master Achat des Jeanne. Alors voilà, je t'invite probablement à nous contacter directement.
La réponse est oui, en direct. J'ai pas mal des étudiants dans le master supply chain qui viennent du milieu autre que les achats, autre que la logistique. Et là, ça dépend de ton profil, ça dépend effectivement ton parcours, expérience et académique. Mais je t'invite à nous contacter et nos références, ils sont surtout LinkedIn, le site de Devancy, etc. Je rappelle alors que Stéphane, encore un grand merci, Stéphane qui publie ce bouquin qui s'appelle Purchasing Pro, à Jeanne, directeur du MBA achat chez nous, chez Devancy Executive Education, et votre serviteur, Raphaël Mouchetta, qui est le directeur de Master Supply Chain. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a mergé un petit peu, on a fusionné un petit peu les deux mondes, que c'est exactement un seul monde. Voilà. Et comment le relationnel, c'est très important. Et merci Stéphane pour le mettre en valeur. Merci Corinne pour ton feedback. Je pense qu'ils ont posé la question si on a l'accès. Si vous aviez l'accès à la présentation, la réponse est oui. Vous avez les coordonnées de Stéphane en live. Vous pouvez prendre une photo de QR et contacter Stéphane directement. Comme ça, Stéphane, tu puisses partager ta présentation avec l'audience. Il nous reste quelques petites minutes. Je ne sais pas, Jeanne, de ton côté, probablement quelques mots de la fin. Oui, vraiment merci Stéphane, parce que ça permet effectivement de mettre en perspective vraiment le comportement de l'acheteur au-delà, effectivement, encore une fois, des hard skills. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'expérience dans ce que tu as partagé, beaucoup d'humanité. Et je pense parfois que pour avoir vu beaucoup d'acheteurs et moi-même avoir eu des comportements un peu tangents, qu'effectivement mettre de l'humain et du will et du goodwill, etc., effectivement, peut faire beaucoup de bien dans l'acte d'achat et peut être véritablement un cercle vertueux. Je pense qu'on se cache parfois derrière des processus achats qui, en fait, non seulement nous encombrent, mais en fait, nous interdisent, ou soi-même on s'interdit effectivement d'être dans l'humain. Donc effectivement, c'est une bonne, vraiment excellente présentation. Juste une question, ton ouvrage, il est aussi en anglais? Il va être publié en anglais plus tard cette année, mais pas encore. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Ça va venir. Bon, on a hâte de pouvoir le lire en anglais, effectivement. Oui. En tout cas, merci aussi à Raphaël de m'avoir invité, puisque c'est toi, Raphaël, qui est le patron, je dirais, de ce talk-là. Merci, parce qu'en fait, c'est quand même effectivement, voilà, une zone, je dirais, frontière, voilà, entre la supply chain et les achats, et c'est toujours intéressant de partager ça. Et j'espère qu'on fera d'autres, effectivement, talks comme ça, frontaliers. Je dirais, effectivement, le SRM est un excellent sujet. Tout à fait. Alors, pour rappel à l'audience, vous êtes tous cordialement invités. Alors, soit Jeanne que moi, on fait de SCM Talk et Achat Talk. Alors, ce sont des webinaires qui sont en cette formule. Vous pouvez intervenir à tout moment. L'idée, c'est de partager humblement la connaissance qu'on peut avoir. Des gens comme Stéphane qui partagent aussi ses retrouvailles et son travail. Alors, n'hésite pas à nous suivre sur LinkedIn, de manière que vous êtes alertés pour des webinaires. Les prochains, vous allez avoir, il y a pas mal d'activités dans le tuyau, et voilà, je vous invite tout simplement à revenir en masse. Ce soir, Stéphane, c'était une belle audience, et voilà, avec une belle activité. Alors, chapeau, bravo. Et s'il n'y a pas plus de questions, que je vois, tout le monde te remercie. Alors voilà, je te remercie également, et à Jean pour avoir tenu un petit peu les colonnes de la maison le moment que j'ai pu arriver. Alors voilà, un gros merci, et au prochain SCM Talk, Achat Talk, toujours chez Devancy Executive Education. Merci Stéphane, merci. Un grand merci, et je vous souhaite tous Raphaël, une bonne soirée. Merci Stéphane. Très bonne soirée, Très merci beaucoup. Ciao. Au revoir.